Dans la nuit de mardi à mercredi au niveau de l'Assemblée nationale, après l'investiture des gouverneurs des provinces par le président de la République et dans l'attente de l'installation du bureau définitif du Sénat, l'heure du bilan du processus électoral a sonné pour certains et les mêmes personnes essayent déjà aussi d'évaluer le début du mandat de Félix Tshisekedi. Et parlant de ce mandat, quelles sont les réformes prioritaires et la Constitution en fait-elle partie, Madame, Messieurs? Très heureuse de vous retrouver dans le cadre de votre émission Dites-nous la vérité qui reçoit pour vous Célestin Goma. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Élisée, merci. Porte-parole du PALU, signifié. Un parti qu'on entend de moins en moins au sein de l'échiquier politique congolais. On va parler, est-ce que le PALU ne serait-il pas en train de disparaître dans la sphère politique congolaise? On en parlera. Mais vous étiez candidat 6 mois après. Avez-vous digéré votre défaite aux législatives? 6 mois après que nous ayons participé à cette échéance électorale de l'année dernière, de 2023, vous savez comment ça s'est déroulé dans notre pays? Non, moi je ne sais pas comment ça s'est passé. Je crois que le processus est connu, il est temps qu'on en parle. Nous sommes un pays démocratique, nous sommes nés démocratiques à la date du 30 juin 1960. Nous avons connu les élections au mois de février 1960. Et au jour de l'indépendance, nous avons déjà été un pays indépendant parce que ceux qui devaient accéder, ceux qui prenaient l'indépendance pour nous, c'était des vrais élus. Et nous avons aspiré donc à l'indépendance, à la démocratie depuis notre naissance en tant que république, en tant que nation, en tant qu'État. Alors, cette démocratie a été mise à mal déjà par les premiers coups d'État et finalement par l'imposition du parti, parti État, parti unique, impair. Et c'est un processus, nous les Palus, nous avons combattu. D'ailleurs, si le patriarche est allé dans une très très longue visite, c'était aussi pour les retours de la démocratie. Et ces retours, nous l'avons obtenu avec les élections de 2006. Des élections que nous, les Congolais, nous n'avons pas su organiser parce que c'était la communauté internationale qui nous aidait après le dialogue intercongolais à San City. Finalement, nous avons compris les failles et les faiblesses de ces processus-là, mais les souhaits, la prière de tout Congolais est tout qu'aux échéances prochaines, les processus devaient s'améliorer. S'améliorer dans la faisabilité, dans la tenue elle-même des élections, la transparence, comme on en a l'habitude de dire. Malheureusement, après 2006, partant de 2011, 2018 jusqu'en 2003, on a l'impression... 2023. 2023, on a l'impression que nous régressions. Donc la gradation est très descendante alors que nous devions améliorer notre processus. Donc vous êtes en train de nous dire que l'expertise congolaise a failli? Oui, jusque-là, nous ne faisons aucun effort d'aller plus loin, madame, parce que même au Corée du Nord, jamais quelqu'un a pu utiliser la machine pour se faire voter. Vous voyez, la machine à voter jusqu'aujourd'hui. M. Kadima et la CENI nous ont tous parlé des gens qui ont pris des machines, ou des gens qui sont servis des machines pour se faire élire, mais on ne nous a jamais dit comment est-ce que ces gens ont eu accès à ces machines-là. On ne nous a jamais dit qui leur a donné toutes ces machines-là. Ils sont nombreux, il y en a qui ont été validés, mais il y en a qui sont là, il y en a même qui sont encore au gouvernement. Vous voyez, c'est un vrai problème pour notre processus démocratique. Nous devions lutter autant que nous luttons pour le développement. Nous demandons à nos gouvernants de développer des politiques publiques pour pouvoir développer notre peuple et répondre aux problèmes du peuple. Mais aussi, nous devions tenir compte. Parce que la démocratie rime avec la République. Il y a eu plus de 23 500, près de 24 000 candidats. Tous n'ont pas utilisé la machine à voter. Ceux qui ont utilisé ces machines à voter, certains ont été sanctionnés. Donc vous ne pouvez pas en vouloir à la CENI qui a essayé de faire de son mieux pour essayer de combattre justement la tricherie et la fraude. Le problème n'est même pas aujourd'hui le nombre de candidats parce que ça c'est un vrai faux problème. Ils peuvent être nombreux, mais ce sont les meilleurs qui doivent gagner. Nous avons tous participé à cet exercice. Nous savions ce qui s'est passé. Nous étions sur le terrain, madame. Vous êtes d'accord avec moi que M. Kadima a dit qu'il y a des gens qui se sont servis de machines. Et qui ont été sanctionnés par la CENI? Pas le tout. Pas tout le monde, mais il ne nous a jamais dit qui a donné ces machines-là à ces gens-là, à ces petits nombres invalidés. On ne nous a jamais dit. Donc, on ne peut pas se réjouir aujourd'hui du processus électoral. On est Congolais, c'est notre processus électoral à nous. Nous voulions bien que ceux qui nous gèrent, ceux qui vont décider pour nous, ceux qui nous représentent, puissent être des gens que le peuple a choisis.
Ça, c'est l'âme politique. Vous transmettrez votre âme politique à celui qui vous représente. Malheureusement, on ne nous dit pas très bien. Moi, j'ai accepté ma défaite à la Kadima ou à la CENI. Mais j'ai dit que je n'ai pas échoué. Parce que ceux qui m'ont voté savent que nous avons gagné les élections, mais les résultats ont été non seulement truqués par la machine, mais aussi publiés selon la volonté de certaines personnes. Ça, il faut qu'on se le dise. On ne doit pas se taire, c'est notre pays. Si nous nous taisons, madame, demain après demain, même le peu d'essence qui nous reste de la République ne va plus exister. Parce que là, on fait de ces pays un endroit. On fait de ces pays, comment dirais-je, une mine de diamants où quelque part, tout le monde devait venir récolter, des coltas même. Tout le monde devait venir chercher pour aller vendre ailleurs. Alors que l'essence de la République devait être un bien qui nous appartient à nous tous, que nous respectons la loi, que nous devons faire que l'autorité et que seule la loi nous dirige et non la volonté d'une seule personne. Est-ce que vous êtes conscient du fait qu'aujourd'hui, ceux qui nous regardent et ceux qui ont gagné les élections, en tout cas ceux qui ont été publiés par la CENI, risquent de dire que bon, ça, ce sont des arguments de quelqu'un qui a échoué? L'échec, ça y est, quand on a échoué, on cherche de justificatifs. Ils peuvent bien on cherche peut-être à se faire bonne conscience et sans une introspection. Est-ce qu'il n'y a pas eu des failles au niveau de votre campagne? Non. Ils peuvent bien s'en jouir. Moi, je m'en moque. Ils peuvent bien s'en jouir parce qu'ils sont habitués. Peut-être ils disent que ceux qui sont passés avant nous ont utilisé les mêmes mécanismes et nous aussi, si on utilise pour être là. Alors, ils n'ont pas le sens républicain. C'est ce que moi, je cherche. Je parle de l'âme politique que nous devons chercher, l'âme politique congolaise. Ce qui a fait que nous manquions du patriotisme, ce qui a fait que nous manquions du civisme, ce qui a fait que lorsque nous trichons pour être là, ça signifie que nous n'allons pas être là pour les peuples. Nous n'allons pas être là pour répondre aux aspirations du peuple, mais nous allons être là juste pour nous-mêmes. C'est du mercantilisme. Donc nous venons en politique pour chercher de l'argent, nous venons en politique comme si on venait commercer sur quelque chose, alors que nous devions être là pour répondre. Et le peuple ne peut que vous voter si vous venez lui proposer un bon projet. Vous venez lui parler de quelque chose. C'est comme ça qu'il vous élit. Donc, et s'ils disent ça, bon, je me dis que... Ça, c'est dans des pays développés. On sait ici, le vote, ça se marchande. Et je me rappelle quand il y a eu la loi, il y a eu la loi électorale de mandat, c'est que, par exemple, qu'on ne puisse plus monnayer, par exemple, pendant la campagne, qu'on ne puisse plus donner des t-shirts, de trucs. Il y a eu beaucoup de gens qui avaient refusé. Hein. Vous n'étiez pas là pour essayer d'appuyer cette proposition de la loi électorale qui disait, par exemple, niet au monnayage. Mais qui monnaie? Qui monnaie? Mais vous, les politiques. C'est le fait de donner des t-shirts à des électeurs, ça c'est pour la visibilité, ça c'est pendant la campagne. Moi je suis contre qu'on puisse monnaie, on monnaie quoi, on monnaie des voix, mais les voix on les monnaie quand? Les voix on les monnaie à la CENI, les voix on les monnaie au centre. C'est là le problème, donc ça revient à la CENI. C'est pourquoi nous on a toujours pensé que on a quand même assez donné du travail à la CENI. La CENI, non seulement elle s'occupe de la tenue des élections, mais c'est elle-même qui contrôle aussi ces mêmes processus. Vous voyez, elle tient les élections, c'est elle-même qui contrôle, c'est elle-même qui presque les valide avant de publier provisoirement au nom de la loi et attendre que la Cour constitutionnelle ou les cours et tribunaux puissent valider. Donc, nous devions penser peut-être à des réformes où on réduirait le travail de la CENI. On va parler de ces réformes et on va certainement se poser la question de savoir si on doit dissoudre la CENI comme l'exigent certains. Mais je veux revenir sur la problématique des machines à voter. On a vu une implication assez grande de l'exécutif national quand même par rapport à ces élections, par rapport à l'acheminement des matériels. Vous pensez qu'il y a une responsabilité, notamment du ministère de l'Intérieur, par rapport aux machines qui ont été utilisées en dehors de règlement, en dehors de la loi? Bon, tout ce que je sais, tout ce que je me rappelle, c'est qu'à un moment donné, M. Kadima et la CENI elles-mêmes nous ont dit qu'ils étaient en difficulté, qu'ils avaient connu une difficulté pour pouvoir déployer les kits électoraux un peu partout au Congo. Vous savez, le pays est tellement vaste qu'elle n'avait pas de moyens, la CENI n'avait pas assez de moyens. Alors, je sais que le gouvernement s'était porté garant de pouvoir le faire, mais je vous dis qu'il revient à M. Kadima, avant qu'il ne parte, de nous dire qui a déployé les machines partout et qui s'en est servi pour donner à des individus qui se faisaient voter. Et surtout que la démarche, elle était normale. On l'a vu en 2018, en 2011, l'État mettre à la disposition de la CENI. Ce sont les élections congolaises, ce ne sont pas les élections de la CENI. Ce sont les élections congolaises. Ça nous concerne, nous tous les Congolais. Le gouvernement est le nôtre, tout comme
la CENI aussi est la nôtre. Mais personne qui ose faire ça à la nation, qui ose utiliser une machine pour se faire voter, donner à des individus des machines pour se faire voter, mais c'est grave, c'est un crime. C'est un crime et cette personne doit être arrêtée et on doit le dénoncer. Si c'est un membre du gouvernement, il faut nécessairement qu'on l'arrête. Si le régime en place, si nous qui sommes aujourd'hui aux affaires, nous ne pouvons pas l'arrêter, au moins que le peuple sache que c'est elle qui a fait ça un jour, on pourra l'arrêter parce que ça c'est très grave. À l'heure où vont les choses, où les gens se lèvent quand même pour décrier la manière dont vous venez de le faire d'ailleurs, dont les élections ont été organisées, est-ce que la meilleure réforme s'agissant de la CENI, c'est de dissoudre cette commission? Il ne doit plus exister de CENI en République démocratique du Congo? Je venais de le dire tantôt, madame, je vous ai introduit tout à l'heure en vous disant qu'on a donné trop de travail à la CENI. Déjà que nous ça c'est les palous, nous avons toujours pensé que nous devions quitter ces guerres-là qui pensaient que la CENI, quand les élections devaient être organisées par le ministère des Affaires intérieures, ça serait le régime en place qui en profiterait. Nous, on a dépassé. On a dépassé ces niveaux. Nous pensons que cette mission doit revenir au ministère de l'Intérieur. C'est le ministère de l'Intérieur qui doit organiser les élections. Mais nous pouvons toujours avoir une CENI, peut-être pour contrôler ce que fait le ministère de l'Intérieur. Parce que ça doit être dans l'administration. Une CENI qui doit rester administrative. Oui, une CENI qui doit rester administrative dans toutes les provinces, mais attachée au ministère de l'Intérieur, mais avec une institution d'appui à la démocratie qui serait la CENI, mais qui serait là pour contrôler ce que fait le ministère de l'Intérieur. En ce moment, il y aurait un juge, il y aurait un arbitre, il y aurait aussi des joueurs. Mais la CENI, excusez-moi, on enchaîne, la CENI, elle est constitutionnelle. La CENI, c'est une institution d'appui à la démocratie qu'on retrouve à la Constitution. Vous êtes implicitement en train de nous dire, ça y est, il faut réviser la Constitution. Non. Je ne parle pas de la révision de la Constitution en ce moment ici. Je vous parle de la faille que nous sommes en train de constater à la Constitution. Il n'y a pas que ça comme faille. Mais si on dépouille la CENI de certaines de ses prérogatives et qu'on l'octroie au ministère de l'Intérieur, donc on parle d'une révision. Madame, il faut d'abord commencer à en parler. Avant de penser à la révision ou au changement de la Constitution, il faut d'abord commencer à en parler. Il faut un débat. Dans une république, on ne peut pas éviter les débats. Dans une république, c'est dans le choc des idées que vous allez comprendre ce que vous devez faire. Ce n'est pas à une année, ce n'est pas à 2 ans ou à 5 ans qu'on peut voir des failles et que vous passez directement à la révision. Non, moi je ne parle pas de la révision en ce moment. Je ne trouve même pas l'importance en ce moment de pouvoir réviser la Constitution. Mais je voudrais que tout le monde comprenne déjà que dans la pratique, la CENI a montré des failles et des limites ou qu'elle a trop de pouvoir par rapport à des missions qu'on lui a confiées, des missions sacro-saintes, des missions qui sont constitutionnelles. Mais qu'un jour, lorsque nous allons nous décider, nous Congolais, à pouvoir changer, modifier notre constitution, nous pourrions dépouiller à la CENI la mission, par exemple, de l'organisation des élections. Mais quand vous venez de parler, on a parlé de 3 cycles électoraux ici, vous avez avoué que l'expertise congolaise a failli parce que les meilleures élections, selon vous, c'était celles organisées en 2006 par la communauté internationale. Quand est-ce qu'on doit changer les choses pour améliorer? Madame, écoutez, pour bien changer notre constitution, il faut que nous puissions recourir à la population. C'est-à-dire que ça doit être au référendum. Parce que celle de 2006 aussi a été élue au référendum. Vous pensez que... C'est pas la seule manière, hein? Selon la Constitution. Hein? C'est pas la le 2 tiers au niveau du Congrès également, le changement est éclaté. Il faut que vous ayez de bonnes élections pour que vous ayez vraiment de vrais représentants pour pouvoir leur donner cette mission. Si, par exemple, je sais que vous êtes issu des machines à voter pour être au Parlement aujourd'hui et que c'est vous qui devez vous décider sur nous, vous trouvez que nous, on peut applaudir ça? Non, on était juste en train de dire que ce n'est pas le référendum. Soyons logiques, soyons logiques. Commençons d'abord par organiser de très bonnes élections pour penser que les 2 tiers peuvent avoir la décision de pouvoir modifier notre constitution. Mais si nous avons ce même Parlement, c'est le Parlement, je le respecte, je suis républicain, mais je décris la façon dont les gens ont été élus dans ce pays. Nous le savons, c'est notre pays à nous tous. Je suis responsable d'un parti, nous avons aussi des élus. Mais nous savons comment la plupart des élus ont été élus dans ce pays. Donc, il faut fustiger. Mais je vous reviens aussi sur l'importance ou le besoin de pouvoir changer une constitution. Je vous dis que la première faiblesse de la constitution que nous avons, elle n'est pas connue de notre peuple. La constitution de 2006.
Elle n'est pas connue de notre peuple parce que le pouvoir, le régime des 1+4 n'avait pas suffisamment vulgarisé après avoir le PALU, non plus, le PALU était en coalition avec Kabila en 2006. En 2011, vous avez occupé des hautes fonctions. Donc vous n'avez quand même rien fait pour vulgariser. Je parlais de l'adoption. Mais au niveau de la vulgarisation, vous n'avez rien fait, vous, le PALU, pour vulgariser. J'en viens. Je parle de l'adoption de la Constitution elle-même au référendum. Le PALU a appuyé cette Constitution et a dit que cette Constitution a beaucoup de faiblesses, mais il faudra l'améliorer, mais qu'elle nous serve d'abord d'apprendre la démocratie et de mettre en place des institutions démocratiques, jusqu'à enraciner, parce que la démocratie, c'est aussi une culture. Alors, jusque-là, nous semblons ne pas maîtriser cette culture. Jusqu'aujourd'hui, le peuple ne voit pas les faiblesses qu'il y a dans la Constitution, c'est le gouvernant qui voit. Mais c'est quoi l'obstacle? Il n'y en a aucun. Quelqu'un va venir vous dire ici, non, c'est cette Constitution qui a empêché au président de la République, Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo, de mettre un gouvernement depuis son investiture. Moi, je vous dirais vite que c'est faux. Ce n'est pas cette Constitution, c'est peut-être notre propre volonté, parce que dans ces pays, il existe déjà une jurisprudence. La jurisprudence, celle qui a fait que Mouzito puisse démissionner, que Kabila mette en place un gouvernement intérimaire avec Kouadialo. On pouvait s'en servir pour mettre en place un gouvernement provisoire, un gouvernement, un premier ministre intérimaire avec un gouvernement aussi qui n'expédierait pas les affaires courantes telles que nous l'avons vu, mais qui gérerait avec un premier ministre intérimaire. Ça nous aiderait. De deux, nous avons la Cour constitutionnelle qui est là. Est-ce que le chef de l'État ne pouvait pas saisir pour demander est-ce que je peux mettre un gouvernement en place, mais un gouvernement qui ne chercherait pas l'investiture, parce qu'on attendait les bureaux. D'autres membres de cette Cour sont en mandat aussi. Pardon? Il y a d'autres mandats de cette Cour constitutionnelle qui sont hors mandat, hors délai aussi. Non, mais ils sont là, tant qu'ils sont là, ils ont quand même ces pouvoirs-là, parce que le pouvoir de la constitutionnalité est donné à la Cour les ministres qui expédient des affaires courantes risquent de dire pareil. Quand vous prenez un pays comme le nôtre, un pays où l'administration n'est pas assise, vous donnez 5 mois à des ministres pour gérer les affaires, expédier les affaires courantes, mais où il y a des limites. Vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas faire ça. Madame, vous avez vu le chaos, comment il nous a engendré. À des moments, nous pensions que le pays allait disparaître. À des moments, ça faisait peur. Vous voyez, c'est planté un très mauvais décor au début du mandat du chef de l'État, alors que c'est au début qu'il faut lui donner assez de chances. Donc, ce n'est pas la Constitution qui nous a empêchés. J'étais en train de vous signifier juste que cette Constitution, elle a certes des faiblesses. Moi, je peux encore vous en citer nombreux. Les gouvernements provinciaux, dis-moi, que fait le ministre provincial en charge des transports et le directeur provincial au transport qui dépend de l'administration au transport? C'est des pléthores, c'est des salaires pour rien. Nous prenons des gens en charge pour rien, nous, l'État congolais. Nous devons peut-être admettre que nous ayons un gouvernement provincial tout simplement avec des ministres dans les domaines exclusifs des provinces. Parce que nous avons des ministres pour rien. Le ministre de l'Environnement provincial, il fait quoi? Et le ministre national fait quoi? Le directeur provincial de l'administration en charge dans l'environnement, il fait quoi? Vous relevez le fait de cette Constitution, mais vous nous refusez son changement. Comment vous voulez améliorer la gestion de la chose? C'est parce que jusque-là, par rapport à la gestion elle-même de l'État, il n'y a pas des obstacles. Nous devons soulever les failles, mais les obstacles, il n'y en a pas. Cette Constitution. C'est l'humain, au fait, qui pose problème. Pardon? C'est l'humain, c'est la personne. C'est l'humain congolais qui pose problème. Donc, par rapport au gouvernement, c'est le président de la République, par exemple, qui posait problème. Où? Pour mettre en place un gouvernement provisoire, comme vous l'aviez dit, du temps de mais les chefs ne gèrent pas seuls. Tous ces mondes qui entourent les chefs, les membres du gouvernement, tous ces magistrats, tous ces mondes-là, tous les intellectuels, les partis politiques, les regroupements, comment ne pouvons-nous pas penser qu'il fallait souffler aux chefs qui avaient déjà un gouvernement ou un ministre intérimaire, Kouadialo, a géré, que Kabila a mis en place? Peut-être que ça a été fait, mais la dernière décision revenait au président. Mais je vous dis que la jurisprudence, ce n'était pas un obstacle, c'était une façon de balayer. Mais encore, je vous dis ceci, madame. Pour que nous soyons sérieux avec nous-mêmes, pour que nous ayons une très bonne constitution, nous devons, il faut le dire déjà pendant la campagne. Vous allez aux élections avec un projet de changement de la constitution. Vous dites au peuple, si je suis élu président de la République, je commencerai par changer cette constitution. Je remettrai les détours des élections. Je changerai les régimes, nous partirons du régime mixte à un régime présidentiel, où nous allons renforcer les régimes parlementaires, parce que le régime ici est mixte, il est aussi parlementaire. Vous dites, nous allons supprimer ceci. Nous éviterons que les députés provinciaux deviennent des marchands
deviennent des mercantilistes, prennent des 100 000 de gens pour faire élire des sénateurs et des gouverneurs. Nous éviterons que la corruption soit érigée dans notre propre constitution. En ce moment, parce que vous véhiculez partout, vous en tant que président, le peuple vous attend, comprend. S'il vous fait confiance, dès lors que vous êtes élu président, vous commencez avec ça. Mais nous n'avons pas été à la campagne avec ça. Aucun candidat ne nous a parlé de ça. C'est au début du mandat du président. Moi, je crois que ce sont les applaudistes, ce sont les flatteurs qui disent ça au chef de l'État. C'est heureusement que lui-même, quand on le lui dit, il rejette. Heureusement pour nous, nous avons la chance d'avoir quelqu'un qui ne veut pas qu'on lui souffle quelque chose qui serait... Donc, il y a des gens qui veulent tricher. En fait, ils ont battu campagne sous d'autres thèmes. Et une fois au pouvoir, ils veulent voilà, instaurer... Mais c'est ce qui se fait dans le monde des biens. Dans le monde des hommes des biens, ce qui se fait, c'est que vous devez annoncer. Macron peut changer la constitution s'il a été dans sa dernière campagne pour dire si je suis élu président, je vais changer la constitution, on partira de la 5e République à la 6e République, on fera ceci, on fera... Le peuple, là, il va vous voter pour ça. Et en ce moment-là, le peuple qui vous vote, ce même peuple-là qui vous donne une assemblée, une majorité au niveau de l'Assemblée, vous permet de bien fonctionner. Là, même les deux tiers-là peuvent faire sans se référer au référendum. En ce moment, on dit non, il a été élu pour ça. Mais nous ne pouvons pas aller vite. Nous avons d'autres programmes que le chef nous a proposés pour ces quinquennats. Et du coup, nous commençons. Madame, vous ne relevez pas ce côté-là. Aller au changement d'une constitution, je vous dis, ça nous demandera beaucoup d'argent comme les élections elles-mêmes. Ça, est-ce que les gens y pensent? Et cet argent, le chef de l'État en a besoin pour mener des réformes, pour construire. Il a promis pas mal de choses à des Congolais. Il doit le faire, c'est son deuxième mandat. Il doit atteindre ses objectifs pour qu'à la fin de son mandat, il soit quand même sorti vainqueur, qu'il ait du succès, que les gens l'applaudissent. Vous venez lui dire, non, nous devons changer cette constitution au début. Est-ce que vous lui avez donné les moyens de mais c'est bien, est-ce que vous vous en parlez au sein de l'Union Sacrée? Parce que vous êtes de Palou, en tout cas Palou, tous les Palou, El Mayobo, El Makiachi, tous les Palou sont à l'Union Sacrée. Est-ce que vous en parlez? Parce que les propositions de changement des constitutions ou de révision, modification viennent de l'Union Sacrée. Madame. Ce n'est pas votre priorité, le débat en interne. Moi, c'est pas trop le fort. Je suis républicain. Je voudrais soulever quelque chose de très important parce que vous en soulevez sous-jacent, mais vous n'en parlez pas assez. Vous voyez ce qui tue les partis politiques dans ces pays, c'est la loi d'abord qu'on a introduite sur les regroupements politiques. On a introduit une loi sur les regroupements politiques. Les partis politiques ne participent plus aux élections. Les partis politiques, ils vont sur les listes des regroupements. Vous voyez les regroupements qui se créent à la veille, même des dépôts de candidatures, sans siège. L'idéologie non connue, le peuple ne connaît rien. Or, les partis politiques ont comme rôle de former, informer. Que c'est le peuple, que c'est notre peuple congolais par rapport au rôle des partis politiques, par rapport au regroupement. Parce que nous allons aux élections, je suis Palou, je vais aux élections comme ANB. Mais imaginez-vous que vous allez déjà aux élections comme ANB, comme regroupement. Vous êtes élu sur la liste de ANB et au gouvernement, vous vous trouvez sur une liste de plateformes. Non, expliquez un peu. Donc, Palou est dans le regroupement de ANB. Oui. Mais ANB, là, c'est pour les élections. Oui. Maintenant, quand il faut aller se partager le gâteau, entrer au gouvernement... C'est sur une liste de plateformes. Mais c'est comme ça un peu des partout. Plateformes sur de plateformes. Les plateformes sur les regroupements, vous voyez... des plateformes sur des regroupements. Oui, les regroupements. Un peu PCR dans l'Union Sacrée. C'est comme les Palou à REP du ministre Guy Luando et tous les autres partis de Prof. Joly, les partis de l'ancien, les premiers ministres sortants. Nous étions dans un même regroupement. ANB. Oui, mais pour aller au gouvernement, il faut créer une plateforme. Il n'y a pas que nous, même l'UNC a créé, partout les gens ont créé des plateformes. Nous sommes au gouvernement avec des plateformes. Vous trouvez ça normal? On est en train d'amoindrir les rôles des partis politiques par rapport au regroupement. Aujourd'hui, on vous parle de plateformes. Donc, si vous me posez la question sur une réflexion qu'un regroupement ou bien une plateforme politique, électorale ou quoi, comme l'Union Sacrée serait en train de mener, je ne serai pas en mesure de vous répondre. Je vous dis que c'est des questions qui devaient être menées par les partis politiques. Les partis on doit redonner les rôles aux partis politiques. Moi, quand le président Tshisekedi a été élu en 2018, je me suis dit, comme il est d'un grand parti, comme l'UDPS, un des grands partis, le parti qui est né presque après les Palou, mais un très grand parti connu avec de l'ancrage, j'ai dit, on va
remettre les rôles des partis politiques. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, on ne redonne pas ces rôles-là. Même l'UDPS, il y a maintenant UDPS Mosaïque, beaucoup de plateformes autour de l'UDPS. C'est très dangereux pour l'avenir de notre démocratie. Nous devons faire attention. Si vraiment les partis politiques étaient en train de détruire la démocratie, aux États-Unis, les partis démocrates, les partis républicains n'existeraient plus. En France, tous les autres partis n'existeraient. Mais nous qui apprenons la démocratie, mais nous sommes en train de détruire les partis. Rapidement, entre parenthèses, est-ce que l'UDPS est en train de reproduire aussi les erreurs du PPRD? Parce que la loi dont il est question ici de regroupement, je crois que c'était une loi portée par Minaco à l'époque. Est-ce que l'UDPS n'est pas sur les traces du PPRD sur ce point-là? Est-ce qu'il faut accuser l'UDPS ou bien il faut tout simplement dénoncer? Non, mais il faudrait bien que quelqu'un sache cette façon de tout globaliser, tout mélanger. Nous ne sommes pas tous au pouvoir. C'est quelqu'un qui doit s'assumer. Alors, c'est la personne elle-même de nous dire que oui, elle a commis une erreur. Il faut peut-être revoir. Mais moi, je suis en train de vous dire les failles qu'il y a dans les systèmes. C'est que nous devions remettre les rôles des partis politiques. Madame, vous savez... Le système n'a pas été déboulonné comme on l'avait dit en 2021, quand il y a eu rupture FCC-Cash alors, puisque le système y continue. Moi, je crois qu'il a été déboulonné, mais maintenant, il faut l'améliorer. Non, c'est les personnes qui n'ont pas... qui ont peut-être... Non, le système a été... C'est une relation entre personnes qui s'est dissoute, mais le système, lui, continue. Le système a été déboulonné, mais ça ne suffit pas de le déboulonner. Maintenant, il faut l'améliorer. L'amélioration, c'est la passe du changement. L'amélioration, c'est l'apport des éléments nouveaux. L'amélioration, c'est l'apport des nouvelles traditions, madame. Je vais vous parler d'une autre tradition. Vous êtes journaliste, on n'a pas dormi toute cette nuit jusqu'à 2 heures. Parce que l'équipe, la première ministre et toute son équipe devaient présenter les programmes du gouvernement, comme le veut la Constitution. Madame, est-ce qu'il faut laisser à l'excellence, Judith, 2 heures du temps de faire la lecture de ces programmes qu'on devait remettre aux députés très bien avant? C'est un test d'endurance. Pardon? C'est un test d'endurance. Être Premier ministre d'un si grand pays, il faut nous prouver que tu peux résister. Les premiers exercices qu'on doit faire au Premier ministre, c'est la lecture. Il faut rester là. C'est le projet lui-même, c'est le programme lui-même. Non, c'est le programme lui-même. Le programme a été rédigé, elle a sans doute une équipe, elle a une vision qu'elle obtient du chef de l'État. Après, elle met ça en programme, elle soumet ça. Les députés sont payés par notre argent, ils devaient en avoir très bien avant. Elle vient vous faire l'exposé. Pendant 30 à 20 minutes, ça vous permet, vous, de poser des questions que vous avez. C'est comme nous, étudiants, nous nous trouvons devant les jurys. Mais personne ne lui a demandé de faire 2 heures, hein, je vous dis que c'est la tradition. C'est nous qui avons commencé cette tradition avec les patriarches. Je regrette même qu'on a puni une vieille personne comme Antoine Gizenga de se mettre debout pendant 2 heures. On ne l'a pas puni, il aurait... Mais c'est comme ça que le il avait 85 ans, raison de plus pour qu'à certains âges, on ne puisse pas occuper certaines fonctions. Il l'a démontré qu'il était capable de tout ça. Mais je trouve que nous ne sommes pas en train de mettre fin à des vieilles traditions. C'est pour notre... Je vous ai parlé de l'amélioration. La passe du changement, c'est l'apport des nouvelles pratiques, des bonnes pratiques, c'est aussi du professionnalisme. Nous trouvons des choses que nous avons déplorées depuis très longtemps. Tous les premiers ministres qui passent viennent faire des heures de lecture. Après, ils vont encore revenir avec un budget pour les défendre. Nous ne savons pas la différence entre la présentation d'un programme et la défense d'un programme. C'est compliqué, ça va jusqu'à 2 heures. Et le peuple devait dormir. Pour que le gouvernement arrive, nous faisons des jours. Pour que vous ayez un gouvernement investi, nous ayons des jours. Vous trouvez que ce sont des pratiques que nous devons garder? Non, c'est notre pays à nous, madame. Si on ne les dit pas, on ne les dit pas parce qu'on critique. D'ailleurs, dans un pays où il n'y a plus d'opposition, parce que l'opposition qui devait jouer... On va en parler, oui, on parlera de l'opposition. Nous devons nous dire des vérités en interne pour pouvoir améliorer les systèmes, je crois. Je crois. On parle du gouvernement souminois qui a présenté, défendu son programme d'action. Qu'est-ce qui vous a déjà retenu dans ce programme-là? Oui, madame, j'ai retenu pas mal de choses, mais je trouve inutile d'en parler parce que ce n'est pas le fait de retenir, c'est que la première ministre aille à lire, parce que nous suivions à la télévision, que c'est que le président Kamel les reprenait, que moi je vais les retenir pour les dire sur votre plateau. C'est comme si je m'appropriais, moi je vais m'approprier de l'exercice de ce qu'elle a dit. Moi, je vais m'approprier de ce que son budget va pouvoir représenter pour pouvoir exécuter tout son programme-là. Mais en ce moment ici, tout ce que je peux
souhaiter, parce qu'il s'agit de mon pays, il s'agit du gouvernement de mon pays, je ne peux que souhaiter de bonnes chances. Je ne peux que souhaiter de bonnes chances et dire à la première ministre, il faut qu'elle s'assume. C'est elle, le chef du gouvernement. C'est elle qui a reçu le mandat du chef de l'État pour pouvoir gérer le gouvernement. Quand il y a les chefs de département, des ministres qui ne peuvent pas développer des politiques publiques issues du programme ou de la vision du chef de l'État, tout va de la vision du programme de son gouvernement, et que le ministre ne peuvent pas être meilleurs, ne peuvent pas répondre, ne peuvent pas développer des politiques publiques, il faut qu'elle revienne au président lui dire on doit changer telle personne. Parce que, madame, moi, je trouve mal cette pratique dans notre pays. Vous rêvez, quoi. Vous ne prenez pas la mesure. Vous voyez, on a plus de 20, la moitié de ce gouvernement est constitué des ministres qui ont déjà eu à gérer. Et s'ils ont été reconduits... Et le bilan de ces ministres, est-ce qu'on peut parler de bilan de ces ministres? Je ne reviendrai pas parler individuellement de quelqu'un. Non, moi, je ne suis pas là, je ne voudrais pas me faire blackbouler par des gens qui ont déjà géré ou qui sont là au gouvernement depuis le président Kabila jusqu'à aujourd'hui. Mais je suis là, madame, pour l'amélioration. Le but de cette émission-là, je vous dis que pour moi, il faut améliorer le système. Quand un ministre a géré un secteur, et que dans ce secteur-là, jusqu'à aujourd'hui, des politiques publiques ne sont pas développées, il n'y a rien qu'on peut retenir, ne fût-ce que comme nous retenons de ce que développe mon camarade du parti, Patrick Mouya, il y a changement des narratifs au ministère des Communications. Quand on peut retenir ça, on peut comprendre c'est quoi le changement des narratifs. Et ça peut nous rester en tête. Mais vous avez été là, vous avez géré, vous n'avez jamais été à la hauteur. Vous n'avez jamais changé ce secteur. Et c'est à vous qu'on renouvelle cette confiance. La charge devient sur les chefs du gouvernement. C'est elle qui doit veiller. Parce que je vous dis, madame, un état de police ne peut qu'engendrer un état policier. L'état de police est un état dictatorial. L'état de police est un état où les dirigeants, les gouvernants se servent de leur statut pour tout se donner, tout avoir, voler, prendre ceci, imposer la loi aux autres. Mais ça engendre quelque chose dans les chefs de ceux qui subissent l'anarchie, l'entêtement. Vous venez nous imposer aujourd'hui, vous venez nous dire ça, mais c'est notre pays, l'essence de la République. Même si vous qui gérez, vous ne voulez pas donner l'essence de la République. Et ils vont se dire à un moment donné, on n'est plus des sujets belges, on n'est plus des sujets, on n'est plus des colons, mais on est des sujets congolais, on est des nationaux, c'est aussi notre pays. Ils vont créer l'anarchie, ça sera un état policier et ça sera un chaos. La première ministre, c'est comme c'est une dame et c'est la première. Je crois que c'est une mère, c'est elle qui connaît comment l'état de casserole existe dans nos cuisines aujourd'hui. Et je crois qu'elle va être derrière tout ce monde-là. Elle va être même derrière les gouverneurs des provinces pour leur dire, vous n'êtes pas venus ici vous faire de l'argent pour vous faire élire demain au niveau national, au niveau du Sénat et acheter des députés provinciaux pour redevenir des gouverneurs ou bien pour rentrer à l'Assemblée ou bien au Parlement sans avoir les niveaux. Il faut éviter la médiocrité. Éviter la médiocrité, est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est aller un peu mal parti, non seulement pour le président de la République, mais également pour Judith Suminhoc? Parce que quand on retrouve, par exemple, au sein de son gouvernement, des gens qui ont fraudé, par exemple, pendant les élections. C'est déplorable. C'est mal parti. C'est déplorable. Comment on peut reprendre quelqu'un que la CENI a déclaré fraudeur et qu'on le retrouve dans le gouvernement? Est-ce qu'on n'est pas en train de... Ce n'est pas une prime à la fraude et à la corruption. C'est encore la faute au regroupement et aux plateformes. Si ça revenait aux partis politiques, on poserait la question à des responsables, des vrais responsables des partis politiques. Tel, est-ce qu'il peut être changé? Tel, parce qu'il n'a pas répondu ou bien parce qu'on lui reproche telle autre chose. À ce moment, les partis se porteraient garant pour proposer quelqu'un d'autre. Mais ce sont les plateformes. Qui siègent dans des plateformes, on ne sait pas. Qui siègent dans des regroupements, on ne sait pas. Vous pouvez être membre d'un regroupement, vous pouvez être membre d'une plateforme. Vous savez tout simplement être membre effectif, mais vous ne savez même pas quand est-ce que les gens siègent. Mais vous qui êtes du PALU, qui siège au nom du PALU? Qui siège à Je ne parle pas du problème. Non, c'est juste un exemple. Au PALU, qui siège en votre nom, par exemple? Où? Qui siège à l'Union Sacrée. L'Union Sacrée siège où? L'Union Sacrée ne siège pas. J'ai tenu beaucoup d'émissions sur ça. L'Union Sacrée ne siège pas. L'Union Sacrée appelle quand il y a un problème, le présidium se réunit et appelle. Aujourd'hui, ils appellent les membres du regroupement.
Je ne sais pas, il s'agit de quel regroupement ils appellent, ils informent. Donc, comme vous, on appelle votre regroupement, c'est ANB, ANB, oui. ou AB, parce que dans le gouvernement, vous êtes sous le label AB. Ça va dans tous les sens. C'est ce que je vous ai dit. Vous voyez cette dichotomie, vous voyez ces monstres qu'on est en train de construire. Une nation ne peut pas se développer comme ça. Les partis politiques doivent continuer à jouer leur rôle. Moi, je ne suis pas contre l'existence de l'Union sacrée, mais l'Union sacrée ne doit pas être là pour détruire l'UDPS ou bien faire vider les rôles de l'UDPS. L'Union sacrée ne peut pas être là pour mettre fin au MLC, ni à l'UNC, ni au PALU. Non, ce sont des partis, c'est sur base de l'expérience que nous avons développé une vision et c'est cette vision qui doit servir les chefs que nous accompagnons. Et c'est le fait que les chefs associent les PALU avec ses dirigeants et que le chef du PALU peut dire non, chef, faites ceci, faites cela. Ça ne doit pas être une plateforme qui s'est faite circonstanciellement, mais qui aussi aujourd'hui, qui n'est pas vraiment bien structurée, mais qui ne dépend que d'un présidium. Ça, beaucoup de gens ne le diront pas. Moi, je suis du PALU, je préfère vous le dire. Je suis du PALU, je préfère vous le dire. L'Union sacrée n'est pas structurée. L'Union sacrée ne fonctionne qu'avec le présidium. Et là, un jour, ceux qui sont là-dedans, ceux qui s'agitent, parce que nous, on ne s'agite pas, un jour, ils diront c'est une dictature. Donc, il faut éviter ça, il faut remettre les choses à des partis politiques et bien fonctionner avec les partis politiques. On parlera tout à l'heure de PALU qui a perdu de sa superbe, mais on revient quand même sur le gouvernement. L'un des faits marquants du premier mandat, marquant négativement le premier mandat de Félix Tshisekedi, c'est la corruption. C'est un taux un peu exagéré de détournement de corruption. Deuxième mandat, comment lutter efficacement contre la corruption? Oh, c'est avec des réformes. Quel type de réforme concrètement? C'est juste une volonté politique. C'est juste une volonté politique. Les lois existent. Les lois au pays existent. Mais peut-être c'est le contrôle qui est moins. Ou que nous parlons de contrôle, l'IGF a fait son travail, mais la finition, c'est quoi? Est-ce que la justice se saisit de ces dossiers, les arrête, ou que les gens sont arrêtés sont réellement punis, ou que les gens qui sont arrêtés remboursent les biens détournés, ou bien l'État lui-même met la main sur ce qui est détourné pour les remettre au trésor public ou bien pour les besoins publics. Je crois que là, tout ce que nous demandons que la volonté politique du chef de l'État et du gouvernement. Parce que ce sont les deux machines qui feront fonctionner même la justice elle-même. Elle est indépendante, bien sûr, mais elle dépend aussi du gouvernement. Elle dépend aussi du gouvernement. Ici, il n'y a pas une certaine séparation rigide des pouvoirs. Il y a une souplesse. Les gens, ils collaborent entre eux. Si le ministre de la Justice, appuyé par la première ministre, appuyé par le chef de l'État, demande au parquet de saisir des gens comme ça, les parquets vont agir. Mais quand on est dans une république, je vous ai parlé de personnes, on est dans une république de police, des gens qui sont là, qui se servent de pouvoir pour se faire payer, je vous dis, il n'y aura pas de changement. Et pourtant, les changements, nous aspirons à ça, nous tous, et c'est tout ce que nous demandons au chef de l'État. C'est-à-dire, vous êtes tellement revenu sur le mot changement qu'on est en train de se dire, mais franchement, depuis 6 ans, il n'y a pas eu changement, quoi. On a peut-être changé des présidents, mais il n'y a pas eu un changement au pays, quoi. Il est peut-être là, mais il faut chercher à les matérialiser. Les changements... Non, il n'est pas là, sinon on n'en parlera pas. On le cherche. Le changement, il y a eu lieu où Madame, dans un film, vous ne verrez pas que tel acteur ne joue plus le rôle, on a remplacé quelqu'un d'autre. Vous dites qu'il n'y a pas eu changement. Il y a eu changement. Mais il faut parler de l'amélioration. Il y a eu changement. Je vous dis que la passe... On a changé juste des personnes. Oui, la passe du changement sera complète. On est d'accord. Donc, on a changé juste des personnes. La passe du changement sera complète lorsque le système sera amélioré. L'amélioration du système, c'est que c'est cette fois-ci pousser les gens à un certain volontarisme politique. Que les gens arrêtent de voir la politique comme on la voyait tous dans le passé ou comme on continue à la voir. Parce que le peuple, lui, continue de souffrir. Et quand il souffre, il ne parle pas au ministre. Quand il souffre, il ne parle pas à un député. Quand il souffre, il n'écrit qu'au nom du chef de l'État. C'est ça le vrai problème. Est-ce que vous voyez dans le chef de l'État la volonté, allez, par exemple, de réduire le train de vie des institutions? Tout le monde en demande, tout le monde en réclame. Est-ce que le chef de l'État, vous le voyez avoir cette volonté de réduire, par exemple, les trains de vie des institutions? Cette volonté, même pendant la première législature, le chef de l'État en a manifesté. Mais moi, je n'aime pas être sur un plateau, parler du chef comme si on parlait de lui pendant la campagne. Il fallait parler de lui, c'était mon candidat.
C'était mon candidat, j'ai parlé de lui, j'ai dit ce qu'il a pu réaliser. Mais en ce moment ici, il a une vision. Il a été élu sur base d'une vision qu'il a présentée au peuple. Et c'est cette vision est transformée dans un programme du gouvernement par Mme Judith. Et tout ce que nous demandons au chef de l'État, que tout cela soit appliqué. Et que ce sont ces ministres qui vont appliquer avec tous les autres dirigeants. Il faut être derrière eux. Celui qui ne le fait pas, nous ne demandons pas au chef d'être dictateur, nous ne demandons pas de tenir un fouet frappé à des ministres. Non, nous demandons juste que la loi soit respectée, que l'autorité de l'État s'instaure partout au Congo. Nous demandons juste que la guerre de l'Est puisse prendre fin. Nous demandons juste que les Congolais soient sécurisés, que la prospérité partagée soit vraiment rendue un peu plus réelle. Parce que nous, vous travaillez, vous êtes ministre, vous vous servez de l'aéroport, vous vous servez de nos ports, vous avez de l'argent qui entre, qui doit entrer dans des caisses de l'État. Mais c'est lui un handicapé qui ne travaille pas, qui est à la Fikine, qui est à Kisenso, qui est à Kingabwa, qui est à Ngaba, attend aussi à voir sa part. Cette justice distributive, il n'y a qu'une volonté politique qui peut la réaliser. Une volonté politique qui peut la réaliser. En tout cas, on attend le gouvernement souminois au tournant. On va très bientôt terminer. Mais on ne peut pas terminer sans parler du Palou qui est devenu le Palou de Gizenga. Je me suis dit, quand je préparais cette émission, mais franchement, le pouvoir ne réussit pas à certains partis. Le Palou, il était fort avant son alliance avec Kabila en 2006, avant que Gizenga ne devienne Premier ministre, avant que Adolphe Muzito ne devienne Premier ministre. Mais une fois que vous étiez plus au pouvoir, ça y est, le parti a disparu, ou le parti s'est retrouvé être pris en tenaille dans des regroupements. Qu'est-ce que vous êtes devenu? Madame, d'abord, je vais préciser quelque chose. Le Palou n'a pas disparu parce que là, vous avez un responsable du parti devant vous. Et le siège est bien connu. Vous êtes émietté aussi? Non, ça, je vais en revenir. Le parti est bien connu, le parti a toujours son siège, le parti a son secrétaire général, chef du parti, le Guide Godefroy Mayobo, qui est accompagné de la secrétaire générale adjointe, la camarade Ida Kidi Manzumba, et le secrétaire permanent porte-parole que je suis là. Donc le parti n'a pas disparu. Mais je reviens alors sur les rôles des partis que je vous ai parlé dans l'émission. Les régimes du passé, je n'accuse pas le président Kabila, mais j'accuse les régimes du président Kabila. Je préfère assumer. A travaillé pour détruire les partis politiques. Ça, il faut les retenir. Ces partis, déjà, on a parlé de comment on était en train de doubler les partis politiques. Quand vous êtes ARC, si c'est quoi, vous avez des problèmes avec eux, ils le doublent. Ce sont eux qui ont doublé les Palou à la mort de Lugui Gizenga. Ils ont créé nos dissidents, les Makiachi et tous les autres. Je n'aime plus en parler parce que pour moi, ça fait partie du passé. C'est le régime du président Kabila. Moi, je vous dis, par le président Kabila. Donc les teneurs des FCC, tout ça, ce sont eux. Ce sont eux qui finançaient nos dissidents. Ce sont eux qui ont financé leur congrès au centre Nganda. Malheur pour eux, ils sont allés encore se diviser là où ils sont allés, ils se sont encore émiettés. Et le président, l'actuel, a mieux fait de mettre tout le monde ensemble parce qu'il y a des délégués qui viennent de El Mayobo, de El Makiachi, qui se retrouvent au gouvernement. Mais il y a tous ces aides qui se retrouvent au gouvernement. Mouyaya vient de chez vous, El Mayobo, Manzengo vient de l'autre Palou. Mazenga vient de son parti. Mazenga vient de son parti, mais c'est au régime en place. C'est au président de la République de pouvoir mettre aussi fin à tous ces désordres. Parce qu'on ne peut pas continuer. Quand on a trouvé un désordre, je vous ai parlé de l'amélioration, le système doit s'améliorer avec un arrêt de l'anarchie. Et moi, je vous avais dit que le système n'a pas été déboulonné parce qu'on est dans madame, la continuité. Attendez. J'étais en train de vous dire que le premier problème que le parti a connu, il vient de ces régimes-là. Et finalement, avec nos amis ici, qu'est-ce qui va se faire? Le premier problème, c'est l'émiettement des partis politiques par les regroupements. Parce que le Palou est entré dans des problèmes sérieux et que le ministère de l'Intérieur, qui jusqu'aujourd'hui, au lieu de comprendre qu'un seul arrêté ne peut pas régir des partis politiques, mais a continué à maintenir ce système. Vous voyez, c'est un vrai problème que nous dénonçons, que le chef de l'État ne peut pas supporter, mais c'est le ministre de l'Intérieur qui devait lui dire pour qu'il lui donne de l'ordre, qu'on mette fin à ces désordres-là, qu'on demande aux amis de changer les noms de leur parti pour pouvoir évoluer librement, parce que ce sont des citoyens, ils sont libres de créer leur parti. Mais le troisième problème demeure le même.
Vous voyez que le PALO a disparu. Et le PPRD, que fait-il alors que c'est un parti qui est sorti du pouvoir? Ils étaient même à la présidence avec beaucoup de moyens. Vous voyez que le PALO a disparu. Vous voyez vraiment que l'UDPS est en train de jouer son rôle en tant que parti comme il était dans l'opposition. Je vous dis, le problème, il est général. Tous les partis risquent de disparaître si on ne met pas fin à ces histoires de regroupement et de plateformes. Il faut qu'on remette le rôle à des partis politiques. Le PALO l'a connu, il est sorti de cette imitation. C'est un PALO qui vient de Gizenga. Il est allé pendant une transition chez Lugui. Aujourd'hui, c'est Mayobo qui le gère. Donc, il a connu une imitation. Et c'est cette imitation que les gens doivent intérioriser. Parce qu'en Afrique, les gens croient qu'il fallait enterrer le PALO avec Gizenga. Comme on pensait aussi enterrer l'UDPS avec Tshisekedi. Donc, c'est de l'expérience que nous sommes en train de vivre. Nous sommes seulement les acteurs de cette imitation-là, de cette transition. Vous voyez, avec les mauvaises élections qui sont venues s'ajouter, on a vu comme si nous sommes faibles. Mais nous ne sommes pas faibles parce que les discours sur le terrain, nous l'avons. Et l'ancrage populaire, nous l'avons. Un parti politique, ce n'est pas seulement les sièges au Parlement, mais c'est aussi sa capacité de mobilisation. Et le PALO en est le premier jusque-là. Jusque-là, on va terminer avec cette émission. Mais un mot par rapport à l'opposition. Existe-t-elle encore en République démocratique du Congo après les scrutins de 2023? Non, il n'y en a plus. Il n'y a plus d'opposition au pays. Je vous l'avais dit ici dans l'émission, il n'y en a plus. Parce que ceux qui se disent opposants devaient faire comment dirais-je, des critiques constructives. Pendant tout ce temps que nous voulions que le gouvernement soit là, ce sont eux qui pouvaient être là en train de vous dire, de demander au chef de l'État de nommer un premier ministre intérimaire et un gouvernement provisoire, ou de lui demander de saisir la Cour constitutionnelle. Ils se sont tués parce que ce sont des patrons qui sont rentrés dans leur fief, ils sont là. Et en même temps, l'opposition n'a que 20 députés. Alors, les autres, les PPRD qui devaient peut-être aussi être dans l'opposition, jouer son rôle, est là en train d'attendre le mot d'ordre du président Kabila qui ne veut pas leur parler. Donc, je ne sais pas, il s'agit de quelle opposition. Il n'y a plus d'opposition au pays et c'est trop dangereux. Non, il y a une opposition au sein de l'Union sacrée. Ah oui, au moins vous là-bas, vous dénoncez des choses. Non, hein? Moi je ne crois pas. Bon, moi, les opposants, il faut en chercher au sein de l'Union sacrée. Moi je ne sais pas comment l'Union sacrée fonctionne. Je ne sais pas. Bon, la majorité, en tout cas les opposants, on peut en trouver au sein de la majorité. Dans une république, on ne peut pas éviter les débats. Il faut toujours encourager les débats, même si vous êtes de la même famille politique. Lorsqu'il y a quelque chose et quelqu'un les dit de la bonne façon, sans état d'âme, bien sûr. Les dit de la bonne façon, vous dit non, vous devez changer, vous devez faire ceci. Pas vous, attendez d'abord. D'ailleurs, il ne faut même pas voir des individus, il faut voir des idées. Quand on se réunit autour d'une union sacrée, autour des individus, parce que les présidiums, je ne les critique pas, mais c'est autour des individus. Je ne vois pas des idées qu'on développe, je ne vois pas des structures qui accompagnent ces présidiums-là. Je vois qu'il y a quelque chose là, bien figé, qui fait tomber des ordres comme s'il y avait un Dieu qui fait tomber des eaux au-dessus. Et là, ça devient un problème. Mais moi, je suis PALO. Moi, mon problème n'est même pas de l'Union sacrée. Je ne peux pas être là en train de fustiger l'Union sacrée. Moi, c'est le PALO. Moi, c'est le PALO. C'est ce que pense le PALO. Parce que le PALO a un mot à dire. Pourquoi vous refusez d'assumer votre appartenance à l'Union sacrée? C'est quoi assumer? Ça devait remplacer un parti. Madame, je vous dis que... C'est vrai que c'est... Je suis allé aux élections, j'ai battu campagne en tant que candidat. J'étais contre la loi sur les regroupements. Je vous dis, je suis venu ici fustiger ça. Et nous, les PALO, nous fustigeons la loi sur les regroupements. C'est sur tout ce qui existe là. Donc, si c'est notre logique à nous, personne ne peut nous en vouloir. Nous sommes PALO. Nous sommes PALO. Vous êtes PALO et je crois que ce sera votre mot de la fin, ou en 30 secondes, vous pouvez encore vous adresser à ceux que nous ont suivis ce soir. Ben, il faut croire à la République. Il faut croire à la République. Il faut donner, souhaiter des bonnes chances à ce nouveau gouvernement qui est là pour répondre aux problèmes du peuple. On ne peut pas changer malheureusement de pays. Nous n'avons qu'un seul pays et nous avons droit de dire des choses quand il faut les dire. Ce n'est pas que vous les dites parce que vous êtes contre la tête de telle autre personne. Non, les gens doivent évoluer. Les gens doivent comprendre que c'est seulement dans les chocs d'idées que doit jaillir la lumière. Et que c'est l'essence qui doit animer la politique d'aujourd'hui. Et que le chef de l'État, c'est lui le garant. C'est lui qui nous conduit. Ce que nous disons, c'est pour améliorer. Parce que les changements, nous pensons, nous l'avons obtenu avec lui. Mais maintenant, l'amélioration du changement, nous devons l'obtenir aussi avec lui, avec les acteurs qui l'accompagnent. Des acteurs médiocres, il faut s'en débarrasser. On ne peut pas applaudir les gens. On ne peut pas non plus être là pour être applaudiste des chefs de l'État. Non, il faut venir dire, pas lui manquer de respect,
Pas venir dire des choses qui ne sont pas logiques, mais venir souffler au chef parce que vous n'avez pas le temps de le voir. Mais peut-être par votre voix, il peut suivre Célestin Ngoma du Palou. Ah, c'est sûr, il vous a suivi, hein, le chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi. Madame, Messieurs, merci. Nous avons reçu pour vous, dans le cadre de votre émission Dites-nous la vérité, Célestin Ngoma, il est porte-parole de Palou. On se dit au revoir. À très très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission Dites-nous la vérité. Surtout, n'hésitez pas de nous écrire, appeler pour vos remarques et suggestions. On sera toujours là pour vous. En attendant, nous vous souhaitons de passer une excellente suite de programmes en notre compagnie. À très très bientôt.